Alors bonjour, alors je précise que j'ai structuré mon intervention en répondant à chaque question que vous avez soulevée. Donc je vais commencer par la première tout de suite. Les réseaux sociaux sont-ils devenus un champ de bataille ou un lieu de lutte pour la reconnaissance? Alors je répondrai, parce qu'ils sont devenus un lieu de lutte pour la reconnaissance, ils sont devenus un champ de bataille. Un champ de bataille où on a l'impression que la quête de reconnaissance personnelle a pris le pas sur la transmission de savoir, sur l'authenticité et sur la recherche de sens d'une certaine façon. Alors, y a-t-il une explication derrière tout cela? Pour moi, cela viendrait du fait que de nombreux créateurs cherchent la popularité plutôt que la gloire. Alors là, pour vous expliquer un petit peu la différence entre ces deux notions, je vais me reposer sur ce que dit Cicéron dans la troisième Tusculane. Donc faisons un retour dans le passé de plus de 2000 ans. Pour Cicéron, la gloire accompagne les belles actions et touche celles et ceux qui poursuivent en quelque sorte la vertu. Quant à la popularité, elle, il la décrit comme n'étant qu'une imitation grossière de la gloire, faisant applaudir au crime et au vice. Ce qui est très dangereux sur les réseaux sociaux, c'est que ces deux notions se confondent. Les algorithmes rétribuent de la même manière les créateurs qui agissent par vertu et ceux qui agissent par désir de notoriété. Prenons par exemple deux créateurs de contenu. Le premier va sortir une vidéo pour nous présenter des alternatives pour consommer de manière plus éthique, plus responsable, et le second va sortir une vidéo intitulée Je mange 20 000 calories en une journée. Eh bien, c'est bien triste, les récompenses sont les mêmes, vu que ce sont des j'aime, des commentaires, des partages, etc. Cette égalité apparente conduit à une perte de repères. Parce qu'une personne peut tout à fait avoir pour ambition de percer sur les réseaux avec un chouette projet, puis, au fil du temps, s'en détourner pour faire du contenu qui cartonne en matière de stats. Et ça, Cicéron nous avertit sur ce phénomène. Toujours dans les Tusculanes, il écrit C'est parce qu'ils étaient aveuglés de la sorte que des hommes, même qui avaient le goût des grandes choses, mais ne savaient ni où les trouver, ni quelle était leur nature, ont les uns anéanti leur patrie, les autres causé leur propre perte. Voilà ma réponse un petit peu pour cette première question, qui sert également d'introduction à mon intervention. J'aimerais maintenant passer à la deuxième, comment se construire sur les réseaux sociaux. Avant de tenter d'y répondre, j'aimerais expliquer en quelques mots, selon moi évidemment, comment est-ce que les algorithmes fonctionnent et comment ils influencent la création. De ce que j'ai pu observer, ils favorisent et récompensent la quantité, bien plus que la qualité. Nous, les créateurs, on a tendance à s'imposer une fréquence de publication qui peut tout à fait nuire non seulement à la profondeur, mais aussi à la pertinence de notre contenu. Bien souvent, on se demande comment faire une vidéo qui cartonne en le moins de temps possible, plutôt que est-ce que cette vidéo est-ce que cette vidéo fait vraiment du sens pour moi et pour la communauté que je souhaite former. Et malheureusement, le fonctionnement des algorithmes fait qu'une vidéo bien réalisée, bonne qualité sonore, bonne qualité visuelle, dynamique, elle peut connaître un grand succès, même si son contenu est pauvre ou inexact. Et cette dynamique, elle est particulièrement problématique en philosophie, où les auteurs, comme vous l'avez bien dit, sont souvent caricaturés ou instrumentalisés. Là, pareil, je vais vous donner un exemple. Par exemple, un créateur pourrait extraire ces citations que l'on trouve dans Phèdre de Platon, qui est la suivante. Chaque homme, selon son caractère, se choisit un amour parmi les beaux garçons. Quelqu'un pourrait citer, reprendre cette citation de Platon pour nous laisser penser que Platon soutenait totalement l'homosexualité. À l'inverse, un autre pourrait citer ce que Platon écrit dans les lois. Toute autre union des mâles avec les mâles ou des femelles avec les femelles est un attentat contre la nature que l'excès de l'intempérance a pu seul inventer pour faire passer Platon pour un homophobe. Alors je trouve tout cela très malheureux. Résumer un auteur à une phrase est extrêmement malhonnête, et résumer un auteur ou une autrice à un livre l'est tout autant, car chaque livre ne renferme qu'un fragment de la pensée d'un auteur ou d'une autrice qui évolue à mesure que celui-ci ou celle-ci gagne en maturité. Pire encore, j'ai déjà entendu Platon dit que, donc en Grèce antique, c'était ainsi. Bon là, c'est encore pire. Réduire une époque entière comme la Grèce antique, qui s'étend sur des siècles et qui inclut de nombreuses cités-États aux mœurs diverses, réduire tout cela à une perception unique est totalement absurde.
Mais certains ne s'en privent pas sur les réseaux et les algorithmes ne les empêchent pas de faire cela. Enfin voilà, la réalité est infiniment complexe. À ce propos, j'adore une citation de Paul Valéry qui écrit: tout ce qui est simple est faux et tout ce qui ne l'est pas est inutilisable. Méfions-nous des vulgarisateurs qui vont tenter de sursimplifier des sujets qui nécessiteraient un grand travail de recherche euh, autre que des recherches sur Wikipédia ou sur un citation Platon tapé sur Google. On voit certains se livrer à des exégèses philosophiques en l'espace d'1 ou 2 minutes sur Instagram, et on sent que derrière, c'est du Wikipédia, ou, comme je l'ai dit, c'est un bête citation Platon tapé sur Google. Et petite parenthèse, ils ont 9 chances sur 10 de tomber sur une citation apocryphe. Quand on voit les citations que l'on prête aux auteurs en vogue sur Instagram, je pense à Kafka, Dostoïevski, Marc Aurèle, euh, ils doivent se retourner dans leur tombe. Je les plains. Voilà, en tout cas, je souhaitais expliquer rapidement un petit peu le fonctionnement des algorithmes et comment ces derniers influencent la création de contenu avant d'en venir à la question comment se construire et débattre sur les réseaux sociaux. Je précise que je réponds en tant que créateur de contenu qui puise dans la littérature, dans la philosophie pour soulever des réflexions. Donc, ma réponse ne sera pas nécessairement pertinente pour tous les types de créateurs, que ce soit des artistes, des musiciens ou autres, mais elle peut offrir quelques pistes. La question clé est: faut-il être un spécialiste pour aborder un sujet ou lancer un débat? Personnellement, et j'ai hâte d'avoir votre point de vue, je crois que non. Je crois que chacun peut défendre une idée ou une cause qui lui tient à cœur, mais doit préserver une certaine humilité intellectuelle. Je reviendrai sur ce concept d'humilité intellectuelle dans quelques instants. Avant cela, j'aimerais insister sur le fait qu'il est, de mon point de vue, crucial d'éviter la posture du moralisateur ou du détenteur suprême de la vérité. Mieux vaut présenter ses propos comme étant les fruits d'une réflexion personnelle, invitant au débat. Pour convaincre quelqu'un qui ne partage pas notre opinion, notre vision, il est selon moi essentiel d'abord d'ouvrir une brèche dans les certitudes de cette personne, ce qui est extrêmement difficile à réaliser lorsqu'on adopte une posture d'opposition directe. Et c'est là qu'intervient l'humilité intellectuelle. Je vais prendre un exemple, je vais faire attention à ne pas trop digresser. Je vais prendre un exemple donc, pour mettre en évidence son importance lorsqu'il s'agit d'ouvrir une brèche. Imaginons, on a en face de nous un religieux qui l'est depuis sa tendre enfance. Sa foi s'est approfondie au fil des années, il a suivi quelques cours de théologie et de philosophie, et il a découvert des penseurs comme saint Thomas d'Aquin, qui alliaient la foi et la raison. Et depuis la découverte, surface, je précise, de ces penseurs, il est convaincu que sa foi est parfaitement rationnelle et que c'est sa raison qui l'a guidé jusque-là. Il commence alors à voir les personnes athées et agnostiques comme des êtres dépourvus de raison, avec un certain dédain. Que faire face à une telle situation? Alors personnellement, je n'ai pas de solution miracle, mais j'essaierai de faire en sorte qu'il remette lui-même en question l'idée que sa foi repose sur sa raison. Et pour ce faire, je me reposerai sur des penseurs qui ont étudié et théorisé le phénomène. Je lui parlerai par exemple de Descartes, qui écrit que c'est bien plus l'exemple et la coutume qui nous persuadent qu'aucune connaissance certaine. Puis je pourrais continuer en citant Régis Debray, qui écrit: on ne va pas à la messe parce qu'on a lu saint Thomas, ni même saint Matthieu, de même qu'on ne devient pas communiste parce qu'on a lu Marx et Lénine, de même qu'on n'est pas devenu pétainiste parce qu'on avait lu Drieu, Sorel ou Demant. Le chemin se pratique en sens inverse, de l'engagement vers ses raisons, de l'adhésion vers ses motifs. Et il poursuit, alors accrochez-vous parce qu'à l'oral, cette phrase, elle fait mal. Il écrit les synthèses réflexives, superstructures aisément identifiables, car déposées sur les rayonnages, parallélépipèdes portatifs, cachent la forêt, le sol et les racines de nos idéologies. Alors, ce que Régis Debray veut dire par cette dernière phrase, c'est qu'en réalité, les grandes idées théoriques, comme celles de saint Thomas, comme celles de Marx, sont en quelque sorte bien des façades visibles, mais elles masquent véritablement les racines bien enfouies de nos choix, de nos croyances et de nos idées. Et donc là, je termine vite fait cette digression. Si je constate une ouverture chez cette personne, même infime, à faire le chemin en sens inverse,
Alors je pourrais poursuivre en lui posant davantage de questions. Euh, Par exemple, si tu étais né dans un pays où une autre religion était dominante, prêcherais-tu la religion que tu prêches actuellement ou celle dont tu aurais eu connaissance depuis ton plus jeune âge? Voilà, petit à petit, et c'est ce que j'essaye de faire sur les réseaux sociaux, euh, je tenterai de semer les graines de la remise en question dans son esprit. Avant qu'on m'accuse de faire de l'anticatéchisme et qu'on fasse de moi un sataniste, je peux prendre le cas inverse également. Donc là, si j'étais face à une personne athée convaincue que tous les croyants étaient dépourvus de raison, ben, il serait peut-être possible d'ouvrir une brèche dans leur raisonnement en se reposant sur saint Thomas d'Aquin, qui écrit: certains ont tant confiance en leur raison qu'ils croient pouvoir imposer à la nature divine la mesure de leur intelligence. Ils pensent que la totalité du vrai se résume à leur opinion et que le faux est ce qui leur semble invraisemblable. Donc, après cette lecture, je pourrais leur demander, donc, vous êtes-vous penché sur les arguments des philosophes et théologiens qui ont cherché à concilier la raison et la foi? L'idée, c'est vraiment de suggérer en fait que leur champ de connaissances est peut-être incomplet et que là, le mardi 4 mars 2025 à 18h35, peut-être que leur champ de connaissances n'est pas arrivé au bout et que répondre à la question oui ou non à propos de Dieu, c'est peut-être prématuré. Voilà, le but c'est de remettre en question et d'ouvrir une brèche sur leur certitude, quoi. Donc après cette longue digression sur l'humilité intellectuelle, j'aimerais revenir à la question fondamentale. Donc, faut-il être un expert pour parler d'un sujet ou soulever un débat? Devrait-on empêcher un croyant de partager son point de vue sur sa religion ou un athée de s'exprimer sur l'au-delà? Eh bien, la réponse est non, bien entendu, pour moi en tout cas. Mais le croyant doit s'exprimer sans négliger ou prendre de haut le point de vue des athées et inversement. Ce qui importe, pour moi, c'est que chacun fasse preuve d'humilité pour instaurer un véritable dialogue. Récemment, j'ai entendu un prêtre exorciste reconnaître la part de mysticisme dans sa foi. Et ça m'a fait un bien fou. Parce que certains, ayant une foi extrêmement développée, en viennent à dire: je ne crois pas en Dieu, je sais qu'il existe, car on ne peut pas croire et savoir en même temps. Alors, on pourrait débattre sur le sens philosophique de cette phrase, mais bon, c'est pas le moment. Une personne athée qui viendrait entendre un religieux dire ça, elle pourrait trouver ce religieux très arrogant. Et ce n'est peut-être pas la meilleure façon, en fait, d'ouvrir la discussion. Donc voilà, tout créateur de contenu qui souhaite ne pas devenir un énième cow-boy dans le Far West des réseaux sociaux se doit de cultiver cette humilité intellectuelle. Abordons maintenant la question: comment se forment les communautés en 2025? Alors encore une fois, c'est très difficile de répondre à cette question parce que, en fonction du type de communauté visée, politique, sportive, lifestyle, religieuse, eh bien, la hiérarchie des besoins des adhérents ne sera pas la même. Parlons par exemple du besoin d'appartenance. Ben, pour les communautés politiques, c'est souvent le moteur principal. Les individus y cherchent un sentiment d'identité collective et de solidarité, le désir d'appartenir à un nous qui donne du sens à leur engagement. Il y a aussi le besoin d'identification. Dans des domaines comme la musculation, le bien-être, les communautés naissent de l'admiration pour des figures inspirantes. Les créateurs et créatrices attirent leur public en incarnant un modèle à suivre, suscitant l'envie de se reconnaître en eux. On peut aussi parler du besoin de proximité. Pour les créateurs qui partagent leur quotidien ou leur style de vie, c'est la proximité qui crée un lien fort. Leur authenticité apparente et leur accessibilité renforcent la confiance et l'attachement de leur public. Enfin, voilà, les communautés naissent de divers processus. Et ce qui est marrant, c'est que les réseaux reflètent assez fidèlement les dynamiques sociales existantes. Et là, si vous souhaitez creuser, je ne pourrais que vous conseiller un excellent ouvrage qui est Critique de la raison politique de Régis Debray, qui est une étude des conditions d'organisation et de fonctionnement des groupes humains stables. C'est une pépite, c'est mon livre 2024. Vraiment, si votre objectif dans la vie est de devenir un ou une gourou, foncez, bien plus riche que le prince de Machiavel, même si je ne veux pas dire de mal de Machiavel, car je l'apprécie. Abordons maintenant la dernière question. Comment les activistes ou les simples citoyens prennent-ils la parole sur les réseaux sociaux? Il est encore une fois très difficile de dégager une tendance générale, car chacun s'exprime avec son cœur, sa sensibilité, son vécu et ses meilleures armes. Cela peut être l'humour, l'éloquence, encore la culture.
Voilà. Et donc, bon là, il me reste pas énormément de temps, donc je vais conclure. J'aimerais dire que peu importe le créateur ou la créatrice que l'on choisit d'être, à partir du moment où l'on prend la parole sur les réseaux sociaux pour partager sa vision, son point de vue, je trouve qu'il est crucial de se rappeler que l'essentiel n'est pas de vaincre, mais de toucher. Et pour y parvenir, il faut, à mon sens, d'abord ouvrir une brèche dans les certitudes du spectateur, car une posture d'opposition frontale, bien que naturelle, hein, parfois c'est pas simple de toujours prendre des gants, euh, pour moi, ben, ça referme souvent tout espace de dialogue. Et c'est aussi là que réside le véritable enjeu de la communication. Euh, il ne s'agit pas seulement de délivrer un message percutant, mais aussi de créer les conditions idéales pour que notre message puisse être non pas seulement entendu, mais écouté pleinement. Sans cette attention portée au contexte, mais aussi à la réception, je pense que même les idées les plus brillantes risquent de se heurter à une forte résistance. Voilà, je vous remercie de votre écoute.